Merci beaucoup Christine, merci beaucoup à la Maison d'Architecture d'avoir organisé ça. Je vais vous faire la présentation tout de suite, mais je dois quand même vous dire que déjà merci d'être venu. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde à Poitiers aujourd'hui. Merci aussi aux personnes qui nous soutiennent depuis très longtemps, et pour la Nouvelle-Aquitaine en particulier, merci à Odélis qui a co-porté cet ouvrage avec nous, un ouvrage que vous pourrez acheter si vous ne l'avez pas encore tout à l'heure. Et en fait, oui, quand mes amis Alain Bornarel, Philippe Madec et moi, on a écrit entre Noël et Nouvel An le manifeste pour une frugalité heureuse et créative, on n'imaginait vraiment pas, mais alors vraiment pas que 7 ans et demi plus tard, il y aurait ce type de manifestation dans la France entière et aussi à l'étranger. Alors voilà, je vais vous parler aujourd'hui de l'architecture frugale, heureuse et créative. Il faut que je pousse quelque chose ici, mais ça va le faire. Donc, on commence. Donc il y a plus de 40 ans maintenant que je travaille autour de l'architecture écologique et de l'urbanisme écologique, en particulier autour des matériaux, puisque après mon diplôme d'architecte normal, j'ai fait un an de spécialisation avec Roland Schweitzer. C'était la première sur l'architecture en bois, et puis après j'ai élargi à d'autres matériaux. Et il y a une vingtaine d'années, peut-être même 25, j'ai trouvé cette phrase d'Einstein: il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Et là, je me suis dit, mais c'est bien sûr, il faut faire une espèce de reset. Et c'est aussi ça qui nous a conduit, donc Philippe, que vous avez déjà reçu, Alain, qui est ingénieur et urbaniste, et moi, à lancer ce manifeste en janvier 2018. Alors, si certains d'entre vous ont déjà entendu Philippe, vous savez ce que c'est que la frugalité, mais qui était là déjà pour la conférence de Philippe? Ah oui, donc la moitié à peu près. Et qui était là pour la conférence de mon ami Julien? Qui en devait aussi, pratiquement les mêmes. Ils sont formidables tous les deux, donc j'espère qu'ils ne vous ont pas déjà tout dit. Qu'il y aura encore des choses nouvelles à vous raconter. Si on a choisi le mot frugalité et pas le mot sobriété, qui est un mot que j'utilise depuis très longtemps avec mes autres amis de Negawatt, dont je fais partie depuis maintenant plus de 20 ans, puisque je fais partie du groupe d'experts de Negawatt. Donc si on a choisi le mot frugalité et pas sobriété, c'est parce que frugalité, ça vient de frux frugis, qui veut dire le fruit. Et en digne petite fille d'agriculteur lorrain, je pense que c'est important d'avoir une juste utilisation des fruits de la terre. Donc si vous préférez, vous pouvez dire sobriété ou simplicité, humilité, modestie aussi, parce que ce sont vraiment des choses qui nous animent tous les membres de la frugalité. Et pour nous, cette frugalité, elle est à la fois heureuse parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres, et créative parce qu'elle nous oblige à faire des pas de côté et à prendre d'autres chemins. Donc en fait, le principe, c'est que si nous consommons, nous, moins de ressources en France, en Europe et dans les pays industrialisés, les populations du Sud global et les générations futures, je vois quand même quelques jeunes ici, en auront plus et plus longtemps. Donc ce que nous défendons avant tout, et je sais que ça tient énormément à cœur aussi à Philippe, nous défendons la paix et la justice sociale. Alors nous avons aujourd'hui plus de 17 000 signataires de 92 pays, et surtout il y a des groupes locaux et thématiques qui ont été organisés. C'est sorti un peu spontanément. Les premiers, c'était en Bretagne et en Lorraine. En Bretagne par un ancien étudiant de Philippe, et en Lorraine par certains de mes anciens étudiants à moi, puisque j'ai enseigné entre autres à Nancy et Strasbourg. Et puis maintenant, on a aussi des groupes thématiques, par exemple territoires frugaux, ingénierie frugale et réhabilitation frugale, entre autres. Merci Christine pour ton engagement, et merci à tout le groupe Frugalité dans votre région, parce que vous faites un travail formidable avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous organisons aussi des rencontres. Donc en 2022, c'était à Bordeaux. Là, vous voyez, c'est une image de Bordeaux. Chambéry en 2023, Nancy en 2024, ce sera à Paris, ou plus exactement à Saint-Ouen, tout près de Paris, le dernier week-end de septembre cette année. Et la plupart des gens que vous voyez sur cette photo sont des membres de ce qu'on appelle
appelle le conseil collégial, qui a 18 personnes, 9 hommes, 9 femmes, et avec du plus jeune au plus sage qui est Alain et qui vient de fêter ses 80 ans, il y a à peu près un demi-siècle. Donc on a vraiment une large vision et on y tient beaucoup. Et aux rencontres de Nancy, par exemple, l'année dernière, sur les 550 participants, il y avait, je pense, à peu près un tiers qui avait moins de 30 ans et à peu près 55 ou 60% de femmes. Donc c'est un mouvement très féminin et aussi très jeune. Donc je viens de vous montrer le livre sur la Nouvelle-Aquitaine. On en a fait en fait déjà 7. Il y en a quelques-uns que j'ai apportés pour que vous y jetiez un œil. Donc c'est une collection que j'ai créée en 2020 et puis depuis on essaye d'en faire 1 à 2 chaque année. Là actuellement on en a plusieurs en route aussi sur les territoires d'outre-mer et puis un en Normandie, peut-être un aussi dans le centre Val-de-Loire. Demain, je vais à Tours et j'espère décider le maire de Tours de nous supporter pour faire ça. Donc là, vous voyez, on a plein de partenaires et puis vous voyez l'endroit où se trouvent les projets. Les 4 principes de la frugalité heureuse et créative, c'est à la fois une diminution de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire l'usage du sol, l'usage de l'énergie et l'usage des matériaux, et en même temps une croissance des relations humaines. Et c'est pour ça que notre frugalité, on l'appelle heureuse et créative. Et d'ailleurs, les projets qui vont vous être présentés tout à l'heure en détail, c'est des projets pour lesquels il y a eu vraiment ce que j'ai commencé il y a quelques années une thèse de doctorat autour de ce que j'appelle les écosystèmes conviviaux, c'est-à-dire un réseau d'acteurs, un jeu d'acteurs avec des échanges à la fois constructifs et bienveillants du maître d'ouvrage jusqu'à l'entreprise et aux fournisseurs de ressources. Et ces 2 projets-là sont vraiment des projets où il y a eu un écosystème convivial. Et là, je viens de visiter avec Brice et Laurie un projet qui s'appelle La Caserne, à côté de la gare. Et vu la complexité du projet, vu tout ce qu'ils y ont mis, sans un écosystème convivial, ça n'aurait pas marché non plus. Je crois que tu peux dire là, tu peux confirmer ça. Alors, je vais commencer par la frugalité en sol, puisque ça commence par là. Et l'indispensable changement de paradigme commence avec la question, faut-il encore construire? Donc, de la part d'une architecte, d'un ingénieur et d'un autre architecte, ça peut paraître un peu étonnant. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est ne plus construire du neuf. Mais je pense que c'est important de réduire, réparer, rénover, recycler, réutiliser, réhabiliter, réemployer, revaloriser, relocaliser, redistribuer. Ça correspond un peu au de Serge Latouche, l'économiste de la décroissance. Alors, la frugalité en sol à l'échelle d'un équipement public, comme la fabrique Paula à Bordeaux, dans laquelle on a fait nos rencontres de 2022, c'est donc de transformer en tiers-lieu, en espace artistique, un bâtiment qui était au départ industriel. On peut aussi le faire à l'échelle de l'habitat d'une petite ville. Donc, tous les projets que je vous montre, ce sont des projets qui sont dans le livre sur l'architecture frugale en Nouvelle-Aquitaine. Et dans ces livres, dans cette série, dans cette collection de livres, pour chaque projet, il y a une double page. Et sur cette double page, il y a 5 ou 6 illustrations, des photos, mais aussi quelques dessins. Il y a aussi une description assez courte. Il y a une fiche technique qui, elle, est longue, puisque c'est une fiche technique dans laquelle on a tous les membres de la maîtrise d'ouvrage, tous les membres de la maîtrise d'œuvre, donc pas seulement les architectes, mais aussi les ingénieurs, les paysagistes, les AMO quand il y en a. On a aussi toutes les entreprises et quand ça s'y prête, on a aussi les fournisseurs de ressources, c'est-à-dire les carrières, les sieurs, etc. Puisque, je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment un projet frugal réussi ou un projet réussi en général, c'est un projet où tous les acteurs ont travaillé ensemble avec la même vision, avec la même envie. Et on a pour chaque projet une citation d'un acteur important, souvent le maire. Et là, Bruno Marty, le maire de La Réole, un projet que vous a peut-être montré Julien parce qu'il y a participé, nous a dit pour ce livre, en faisant le choix de réhabiliter le centre ancien plutôt que de créer une nouvelle zone d'habitation, nous sommes passés à un projet ouvert sur la ville qui structure sa requalification. Et ça fait vraiment partie des projets
frugaux. On peut le faire aussi à l'échelle d'un beaucoup plus petit projet, comme cette maison étroite. Et là, c'est l'habitante qui nous dit « Les architectes ont fait passer ma maison de l'ombre à la lumière, de l'inerte au vivant. Chaque étage est unique, mais la cohérence de l'ensemble nous permet de vivre en harmonie, la maison et moi. » Vous voyez, c'était cette minuscule maison-là, voilà, qui a été transformée. Une autre architecte qui a réhabilité un immeuble à Émoutier à la fois pour son habitation et pour son agence, et elle disait qu'il y avait à peu près 30% des bâtiments dans la région d'Aimoutier qui sont vacants. Et donc elle ne voyait pas du tout, ne trouvait pas du tout intelligent, pas du tout adapté de construire un bâtiment neuf alors qu'il y a autant de bâtiments vacants. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est très prégnant dans le Grand Paris, par exemple, puisque, est-ce que vous avez une idée du nombre de millions de mètres carrés de bureaux vacants dans le Grand Paris, en Île-de-France? 4 millions de mètres carrés. Et en fait, on a à peu près besoin de la même surface de logements. Et alors je ne suis pas naïve, hein, je sais bien qu'on ne peut pas transformer tous les bureaux en logements, mais si au moins une partie de ces bureaux vacants, et pour certains vacants depuis longtemps, étaient transformés en logements, on pourrait commencer à résoudre un peu le problème de la précarité du logement. La frugalité en énergie, c'est celle dont vous avez entendu parler sans doute depuis le plus longtemps, mais je voulais quand même partager avec vous cet exemple assez original qui a été fait par un de mes amis de Negawatt, l'énergéticien Pascal Lenormand, et qui a fait donc une boîte dans la boîte, dans les anciens ateliers de la mine de la Vavex dans la Creuse. Et son commentaire, c'est « En contexte patrimonial, le rôle de l'énergéticien est de se couler aussi discrètement que possible dans les contraintes de l'histoire. Ce sont les usages qui ont dicté ici un compromis efficace. » Je pensais aussi à ça tout à l'heure quand j'ai visité le bâtiment de la caserne avec toi, Brice. Je me disais, mais là c'est pareil, c'est les usages quelque part qui ont dicté un compromis efficace. Un autre projet que Julien vous a peut-être montré qu'il a fait avec Gauthier Claramunt, qui est l'autre co-animateur du groupe Frugalité Gironde Dordogne. Donc Julien Cardevet et Gauthier Claramunt sont depuis le départ, depuis maintenant plusieurs années, les deux co-animateurs de ce groupe, très efficace, très engagé. Et là, vous voyez ce projet très intéressant, construit en bois, avec une isolation en paille, des murs en terre crue à l'intérieur, et puis une ventilation naturelle par ces cheminées solaires. Un autre projet du duo Julien et Gauthier, toujours avec les mêmes matériaux, et ce témoignage de l'ancien directeur du foyer. Après un an d'exploitation, nous mesurons pleinement la plus-value des dispositifs employés dans ce bâtiment. La ventilation naturelle et les matériaux biosourcés et géosourcés créent une ambiance apaisée, favorable aux apprentissages. Et c'est vraiment ça qu'on veut dans un centre d'hébergement et dans des locaux d'enseignement. Alors là, je vous ai mis une capture d'écran du projet, juste pour vous dire, ce projet-là, tout à l'heure, l'architecte Thibault et puis son maître d'ouvrage vont nous en parler. Et puis vous savez, on parle beaucoup de smart cities, de smart building, de bâtiments intelligents, et j'aime beaucoup cette citation de l'architecte, l'une des architectes du collectif Encore. Un bâtiment intelligent est con, il vaut mieux faire des bâtiments vivants. Un bâtiment vivant se connecte à son entourage, quoi de mieux qu'un plafond empli d'étoiles. Je vais vous montrer une autre image. Donc, j'ai commencé ma présentation avec une photo de la salle de bain de cet ensemble, et puis vous allez voir un autre exemple après. En fait, l'énergie pour chauffer et rafraîchir aujourd'hui, où les bâtiments sont de mieux en mieux isolés, n'est que la face immergée de l'iceberg. En fait, la grosse partie aujourd'hui, c'est l'énergie pour la construction. Et là, on sait que, par exemple, le béton est responsable d'à peu près 8% des émissions de gaz, des émissions de CO2 sur la planète, et c'est à peu près 2 fois plus
que les émissions du transport aérien. Donc vous voyez ce que ça pèse. Donc frugalité en matière. Il y a ce projet-là où là, on a à la fois réutilisé un bâtiment, donc c'était une grande ferme, avec l'adage construisons moins pour avoir plus, et vous voyez qu'ils ont aussi recyclé pas mal de composants de ce bâtiment-là et d'autres. Le campus numérique à Angoulême est aussi un bâtiment où il y a eu beaucoup de réemploi. Et donc en fait, je vous ai dit qu'on commence par la transformation de l'existant. Donc ça, c'est vraiment la première des frugalités, la frugalité en sol, pour éviter de continuer à faire de l'étalement urbain, pour éviter de continuer à minéraliser des sols, alors que je suis persuadée qu'on va de plus en plus avoir besoin de produire, comme on le faisait jusqu'à il y a un siècle, de produire la nourriture à proximité des villes, d'avoir des espaces maraîchers. Donc arrêtons de transformer ces vergers, ces espaces de maraîchage en bâtiments neufs qui sont souvent pas très écologiques en plus. Donc on commence par réutiliser le bâtiment en lui-même, et si on ne peut pas réutiliser tout le bâtiment, et même quand on réutilise le bâtiment, quelquefois on est obligé de déconstruire certaines parties, et bien à ce moment-là, on peut le mettre sur une plateforme de réemploi et le réutiliser soit in situ, soit sur d'autres bâtiments. Dans le dernier ouvrage de notre série sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, à peu près 5 des 20 bâtiments sont des bâtiments avec du réemploi in situ, quelquefois d'une manière détournée, avec un autre usage. Et c'est seulement quand on a travaillé sur la transformation d'un bâtiment déjà là, qu'on a essayé de réemployer des composants, qu'on regarde, on s'occupe des matériaux neufs, et ces matériaux-là, c'est bien sûr mieux si ce sont des matériaux soit biosourcés, soit géosourcés. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau biosourcé? C'est un matériau qui est issu de la biomasse, c'est-à-dire fait à base de plantes. Chez nous, c'est plutôt du bois, de la paille, du chanvre ou du chaume. Donc le chaume, ça peut être par exemple du roseau, mais aussi de la paille de seigle. Et puis dans le sud global, c'est souvent aussi du bambou. Alors ça, ce sont 2 projets qui étaient finalistes du Terra ou du Fibra Award, qui sont une autre série de prix que j'ai initié avec mes amis d'Amaco et des grands ateliers. Et vous avez peut-être vu ici l'année dernière l'exposition Terra Fibra, puisque je vous remercie encore d'avoir accueilli cette exposition. Alors le bois, c'est le premier des matériaux biosourcés par le volume. Il y a 70 000 essences d'arbres dans le monde, mais on n'en utilise qu'une petite partie. En France, une vingtaine, des feuillus et des résineux. Alors, quelques exemples. En Nouvelle-Aquitaine, il y a cet écoquartier à Canopée à Bayonne. C'est un des nombreux projets de Patrick Harrod-Charren qui utilise le bois. Ici, c'est un bâtiment qui est mis sur pilotis, avec, il glisse les voitures dessous, et puis au-dessus, il y a 2 ou 3 étages à Ossature-Bois. C'est une photo que j'ai prise quand je l'ai visité. C'est vraiment un bâtiment très intéressant. Il y a plusieurs manières d'utiliser le bois. On peut utiliser soit du bois massif, soit ce qu'on appelle le bois industriel, c'est-à-dire ça peut être du lamellé-collé, ça peut être des poutres en I, ça peut être des panneaux 3 plis. Et là, Pierre Marsan, l'architecte de cette halle couverte dans les Pyrénées-Atlantiques, nous a dit, c'est son témoignage dans le livre, l'utilisation de bois collé permet d'utiliser un matériau biosourcé avec des qualités d'assemblage optimisées, mais d'autres choix constructifs sont possibles. Et lui, il a fait le choix de sapin pectiné des Pyrénées pour la structure et de Douglas pour la vêture. Le sapin pectiné, c'est aussi, pour ceux qui connaissent le Fort Albert, l'essence qu'on utilise là-bas. Un autre projet dans les Landes, la maison de la réserve naturelle du courant du Chet, c'est un projet qui est déjà un petit peu ancien, une quinzaine d'années. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est d'abord son architecture qui est assez, on dirait, expressionniste, un peu comme Makovec, pour ceux qui connaissent cet architecte hongrois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour soutenir la filière bois locale, qui était sinistrée en 2009 par la tempête Klaus, dont vous vous rappelez peut-être, le syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion de la réserve
a imposé l'utilisation du pain maritime pour la construction. Et ils ont même utilisé ça pour les gouttières qu'ils ont creusées dans des grumes. En France, on a la chance d'avoir le réseau le mieux organisé pour la construction en paille. On appelle le réseau français de la construction paille. Et ils ont, je trouve qu'ils ont vraiment une stratégie extrêmement efficace, puisqu'ils ont une triple stratégie, c'est-à-dire mettre en valeur la ressource. Et il se trouve qu'on a la ressource en France, puisque la paille est un coproduit de l'agriculture, de la production du blé. Ils ont aussi créé beaucoup de formations qu'on appelle les formations pro-paille, et il y a énormément de charpentiers et aussi d'architectes qui se sont formés. Et puis aussi, et c'est peut-être déjà ça qui a été décisif, ils ont publié des règles professionnelles en 2012. Alors c'est pas encore une norme, mais ces règles professionnelles ont permis d'assurer les projets, et c'est grâce à ça qu'il y a autant aujourd'hui de bâtiments publics construits en bois avec une isolation en paille. Est-ce que vous avez une idée du nombre de bâtiments qu'il y avait en France isolés en paille en 2012, quand ils ont lancé les règles professionnelles? Il y en avait 500, et c'était essentiellement des maisons en autoconstruction. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000, et donc plusieurs milliers de bâtiments publics. Des écoles, petites mais aussi grandes. Vers Nantes, on m'a dit qu'il y en avait une école, mon collège ou le lycée, je ne sais pas, mais de 15 000 mètres carrés. Et il y en a vraiment beaucoup qui font plusieurs milliers de mètres carrés. Et la ressource, on l'a. Parce que ça, c'est toujours important. Quand on veut construire avec des matériaux alternatifs, il faut déjà voir, est-ce que nous avons la ressource? Pour la paille, on l'a. Et le réseau français de la construction paille est leader en Europe, avec ce projet Interreg qu'on appelle Upstore, ils ont fait des collaborations avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, je crois, la Belgique, il me semble, différents pays, justement pour aider ces pays à avoir le même essor que nous. Les maisons en paille, on a aussi en France, et ça c'est important, également une maison pionnière, puisqu'une maison qui a été construite il y a plus de 100 ans, plus d'un siècle. C'est la maison Feuillette, et c'est la maison qui sert de siège au réseau français de la construction en paille. Et elle a été construite en 1920, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où les matériaux de construction étaient rares aussi. Et c'est un ingénieur, M. Feuillette, qui en a construit plusieurs sur ce système-là. Donc il y a des poteaux avec des poutres treillis en bois, et puis entre, il a mis les bottes de paille. Donc il y a deux types principaux de construction. En fait, il y en a 4. Le premier type, c'est la construction en grosses bottes de paille, qui peuvent être avec des murs qui peuvent être porteurs. Donc là, c'est vraiment des très, très grosses bottes. Et ça a été inventé vers 1850 dans le Nebraska. Il y a en France une association qui s'appelle justement Nebraska et qui essaye de relancer cette filière. Et il y a quelques bâtiments avec des murs porteurs sur 2 niveaux. Il y en a à Rosny-sous-Bois, un périscolaire, il y a une maison à Grenoble, donc ça c'est une technique ancienne, mais il y a même des règles professionnelles qui soit viennent d'être, soit seront bientôt publiées. Ensuite, il y a la technique de la maison Feuillette que je viens de vous montrer. On fait une ossature en bois, et puis on fait un remplissage de bottes de paille, et souvent on fait un enduit d'air à l'intérieur, et à l'extérieur, soit un enduit chaud, soit un bardage. Et puis on peut aussi préfabriquer les éléments, et en général on fait juste des box à base de produits dérivés du bois, et dedans on met les bottes de paille. Mais les bottes de paille qu'on utilise pour ces deux techniques-là, elles font en général 36 par 47 par 80 jusqu'à 80 cm jusqu'à 1,20 m de long. Et puis il y a une autre technique qui a été utilisée pour ce projet-là, qui est la technique de la paille en petits morceaux, c'est-à-dire c'est plus des bottes, mais c'est de la paille insufflée. Et ça, l'équipe du restaurant universitaire Champlain va nous en parler en détail tout à l'heure. Et puis l'entreprise Merlot pourra aussi nous en parler. Et à côté de ces matériaux géosourcés, il y a aussi à côté des matériaux biosourcés, il y a aussi les matériaux géosourcés, c'est-à-dire la pierre
et la terre crue. La pierre massive, on a eu en France une première redécouverte de l'utilisation de gros blocs de pierre massive. C'était par Fernand Pouillon dans les années 1950 pour de l'habitat social. Il a fait en particulier sur le port de Marseille un très très gros projet, mais aussi à Alger et dans d'autres endroits. Et puis dans les années 90-2000, Gilles Perrodin a réutilisé la même pierre, qui est une pierre qu'on appelle la pierre du Gard, la pierre de la carrière des Verses Pont du Gard. C'est celle avec le calcaire avec lequel on a construit le pont du Gard, et ils font des bâtiments très importants. Et il y a aussi cet exemple de l'office de tourisme de Blaye en Gironde. Donc c'est une extension d'un bâtiment, et là le maire nous dit on construit pour au moins plusieurs décennies. Étalé dans le temps, le facteur prix ne vaut pas la peine de choisir une moindre qualité. Et c'est aussi une affirmation que je trouve très intéressante. Tout le monde rêve d'avoir des maîtres d'ouvrage comme cela. Et puis on termine avec la terre crue. Alors là encore, on a une grande expertise en France. Enfin, déjà, on a la chance en France d'avoir une architecture vernaculaire avec toutes les techniques possibles de la terre crue, toutes les techniques qui existent dans le monde. Les plus anciens bâtiments en terre crue ont été construits il y a à peu près 10 millénaires en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, une région qui maintenant est devenue désertique, mais qui à l'époque était un paradis. Et c'est l'endroit où les nomades se sont pour la première fois sédentarisés au néolithique. Et donc, pour construire, ils se sont sédentarisés, ils ont construit leur maison. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris la terre et puis un peu de paille, puisque c'est là qu'ils ont commencé à faire de l'agriculture. Et les premières adobes avaient la forme d'un pain. On en a trouvé où on voit encore la forme, les pousses de cette espèce de pain de terre. Et puis, donc, à cette époque-là, il y a 3 techniques qui ont émergé et qui sont encore utilisées aujourd'hui de par le monde, puisque aujourd'hui, il y a encore à peu près 30%, on dit entre 25 et 30% de la population mondiale qui vit toujours dans des habitats en terre crue. Et donc, les trois techniques qui ont émergé il y a 10 millénaires, c'est l'adobe, donc les briques de terre, la bauge, qui est une technique que l'on connaît, enfin que l'on a en France, en Normandie, en Bretagne et à 30 ou 40 km d'ici. Tu es où? Tu m'en as pas. Okay. Voilà, c'est ça. Tu expliqueras tout à l'heure, ou tu nous dis dans quel village il y en a. Voilà. Et donc elle a un projet dont elle pourra vous parler sur la terre crue. Donc c'est la deuxième technique. Et la troisième technique, c'est une technique qu'on a encore beaucoup en France, en particulier en Normandie, en Alsace, aussi à Paris. Les plus vieilles maisons à Paris sont comme ça. C'est la technique du torchis. Et puis, on fait un saut. Donc tout ça, c'est il y a 10 millénaires. Il y a 3 millénaires, on a inventé le pisé. C'est une image du pisé. Le pisé, vous l'avez aussi en France, en particulier entre Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand. Et il existe encore aujourd'hui à Lyon plusieurs centaines de bâtiments de plusieurs étages, jusqu'à 5 et 6 étages, construits en pisé. Ils ont été construits au moment de la Révolution française, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 siècles. Donc, à Lyon, plusieurs centaines de bâtiments en terre crue de 5 à 6 étages. Donc si quelqu'un vous dit c'est pas possible, vous dites si, et si ça intéresse quelqu'un, il peut venir me voir à la fin. Il y a un architecte qui s'appelle Emmanuel Mille qui a fait son doctorat sur ce sujet. Et puis donc on a aussi une expertise en plus de cette tradition vernaculaire. On a Cratère qui a été créé en 1979. Ensuite il y a eu la chaire UNESCO, architecture de terre, culture constructive et développement durable, à laquelle j'ai le grand honneur d'assister. Enfin, je suis professeur honoraire de cette chaire-là. Et on a aussi AMACO, qui est un centre de recherche et de formation, et puis les grands ateliers. Dans notre livre, il y a 2 exemples construits en terre. Ce chai en Charente-Maritime par Pascal Wilke. Le client souhaitait un bâtiment frugal, un peu en retrait, presque invisible, parce que la vraie valeur est ce que renferme le cœur, ici, le cognac. Et puis un groupe scolaire construit par l'agence Milieu, dont un des anciens étudiants est associé,
et c'est avec lui, il s'appelle Mathieu Fuchs, et c'est avec lui que je prépare actuellement au moniteur un livre sur la construction en terre crue. Alors je vais quand même vous montrer un bâtiment différent, donc celui-là c'est du Sénégal, pour vous dire que ce qui est vraiment frugal, c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit et aussi au juste prix, parce qu'aujourd'hui le béton, l'acier et l'aluminium ne sont pas vendus à un prix qui tient compte de leur empreinte écologique et de leurs émissions de CO2, etc., de leur utilisation de ressources très rares comme l'eau et les granulés. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui au niveau des matériaux? C'est à la fois valoriser les ressources locales, ça c'est un sapin blanc du Vorarlberg, donc cette petite région pionnière dans laquelle certains d'entre vous sont allés, et même pour certains d'entre vous avec moi il y a 20 ans peut-être, et puis valoriser les savoir-faire régionaux. Je suis persuadée depuis très longtemps, j'ai plein d'amis artisans, et je pense que la main parle aussi directement au cerveau, que le cerveau parle à la main, et il faut absolument revaloriser le travail manuel et utiliser ces matériaux vernaculaires d'une manière contemporaine, c'est aussi revaloriser le travail manuel. Je pense que le charpentier ne me contredira pas. Ce que nous faisons aussi dans les livres de cette collection, c'est que à la fin, dans le rabat de la couverture, on fait une cartographie des ressources en matériaux vernaculaires. Donc c'est à la fois les carrières, les scieries, les endroits où on peut acheter de la paille, etc. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment important parce que, aussi bien pour les architectes que pour les maîtres d'ouvrage, quelquefois, le trou pour sauter le pas, il est vraiment grand. Et parce qu'ils se disent, où est-ce que je vais trouver du bois local, où est-ce que je vais pouvoir acheter la paille, etc. Donc si on leur montre où ils peuvent le trouver, eh bien je pense que ça va faciliter. Alors sur la Nouvelle-Aquitaine, on a eu quand même un petit peu des problèmes pour trouver, parce que ça c'est une carte qui est faite bénévolement, enfin c'est un peu compliqué. Les Bretons, ils avaient 150 points. Mais tellement qu'il a fallu qu'on en abandonne. Donc c'est aussi quelque chose d'important et c'est une cartographie qui existe aussi au niveau national. Et n'hésitez pas, c'est collaboratif. Si vous avez des choses à rajouter, rajoutez-les. Et puis pour terminer, la frugalité par le processus, donc nouveau processus de conception et de construction. Ça peut être à la fois une initiative privée, comme ici cet habitat partagé à Saint-Denis de Pile et les habitantes et habitants de l'Abeille, puisque ça s'appelle l'Abeille, est un projet de transformation et agrandissement. Nous sommes heureux d'avoir réalisé un habitat partagé où l'on se sent bien et qui répond aux enjeux de l'urgence écologique, non d'artificialisation des sols, réduction des surfaces et matériaux vertueux. Pourquoi réduction des surfaces? C'est-à-dire que chaque foyer a pris juste la surface dont il avait besoin pour sa chambre, pour quelques espaces un peu privatifs, mais pour le reste, la cuisine, la salle à manger, le salon, il partage. Et ça, c'est vraiment frugal. Ça, c'est un projet, c'est la maison des chantiers pour une ZAC à Biganos, qui est construite avec des matériaux locaux, du pain maritime et de la terre de Biganos. Et le directeur général d'Aquitanis, qui est à la fois aménageur et bailleur social, nous dit que cette maison est un ouvrage fonctionnel au service du projet urbain. C'est aussi un lieu de connaissance et de partage consacré aux matériaux biosourcés et géosourcés, la plupart d'origine locale, ayant servi à son édification. Donc là, ça fait partie aussi de la diffusion, exactement ce que fait la maison de l'architecture ici. Et puis, il y a des projets vraiment très, très participatifs. Ça, c'est la réhabilitation en site occupé et partiellement en autoconstruction de 245 maisons d'une cité-jardin à côté à Bordeaux. Et c'était un quartier qui a été construit dans les années 50 et qui était de facto frugal parce que les gens qui y habitent ne sont pas très... ont des foyers assez modestes. Et donc, ils se débrouillent avec peu, ils réemploient, ils réparent, ils s'entraident, ils jardinent. Et c'est vraiment un très chouette projet. Et puis, pour terminer, ce groupe scolaire Frida Kahlo à Bruges, aussi pas très loin de Bordeaux, qui est en fait ce que devrait être toujours l'architecture, une des mamans,
nous a dit depuis que ma fille est inscrite à l'école Frida Kahlo, sa vie a changé. Elle a retrouvé confiance dans l'école, l'enseignement et la pédagogie. Elle a été transformée. C'est un projet qui a été très participatif, vous voyez, qui a tourné autour de cette maquette. Et le cahier des charges de la mairie, j'insiste beaucoup sur l'importance des maires, de l'engagement des maires, de l'implication des maires pour ce type de projet. Donc le cahier des charges de la mairie, c'était « Imaginons une école performante et innovante ». Et maintenant, je voulais appeler près de moi sur la scène, c'est pas vraiment une scène, Michel Éprinchard, l'ancien maire de Sauzet-Vaucet, un pôle qui a porté un pôle socio-culturel qui était la restructuration d'une friche urbaine en médiathèque, pôle enfance, service public, auditorium, salle d'exposition, avec l'agence Atelier du Trait. Donc ils vont pouvoir aussi un peu l'expliquer, mais c'était pour moi ce qui était important, c'est que le maire nous dise. Donc il a dit cette phrase que je trouve extraordinaire et dont je parle dans pratiquement toutes mes conférences. C'est pour ça que là j'avais la chance de la voir. Donc hop, il vient à côté de moi, Monsieur le maire. Bravo Michel. Et donc dans le livre, il nous a dit: la réussite du projet vient de notre volonté de profiter des qualités du bâti existant et de ne pas démolir ce que nous n'aurions pas pu reconstruire avec la même qualité. Je trouve que c'est une modestie que très peu de maires ont et je pense qu'il faut vraiment le mettre en valeur. Donc maintenant tu nous expliques un petit peu pourquoi tu as fait ça et en quoi c'est frugal et voilà. Oui, alors ça dépend. J'ai 5 minutes ou 1 heure? Plutôt 5 minutes. Oui. Après, pendant le buffet, tu peux nous expliquer ça pendant une heure. Oui, alors, très modestement, je dois déjà dire que j'étais artisan dans le bâtiment, dans mon activité avant ma retraite et avant d'être maire de Sauzet. Et donc, ceci explique peut-être un peu cela. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été élu en 2008 et on constatait déjà une désertification du centre-bourg. Les magasins fermaient les uns après les autres et on s'est dit il faut qu'on amène une activité dans le centre-bourg qui permette de faire vivre ce bourg et peut-être, pourquoi pas, de ramener quelques activités. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il y avait une grosse quincaillerie qui avait déménagé dans la zone commerciale parce que à Sauzet comme ailleurs, les zones commerciales ont un petit peu détruit les centres-bourgs. Et donc ils avaient déménagé, c'était une très grosse quincaillerie qui avait tous ces bâtiments dans le centre-bourg et notamment qui faisait le négoce du fer en plus de tout ce qui était quincaillerie. Et puis il y avait aussi un bar qui avait fait faillite et qui était donc en très mauvais état. Et donc il y avait tout cet ensemble sur environ 1800 mètres carrés. Et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de profiter de ces bâtiments. Beaucoup étaient en pierre, donc assez solides, même s'il y a quelques petits soucis, la garantie décennale va prendre en compte. Et donc l'idée, c'était de réutiliser au maximum tous ces bâtiments. Donc il a fallu d'abord les racheter, ça a été compliqué, parce que les propriétaires avaient changé. Et donc on a commencé la démarche en 2008 et on a inauguré le site en 2017. Quand on est maire, il faut être patient. Il y avait combien de propriétaires? Il y avait 2 propriétaires. Enfin, le bar en liquidation, c'était dans les mains de la justice, hein. Donc ça, on l'a eu pour pas trop cher. Et non, il y avait 2 autres propriétaires où la quincaillerie avait été partagée en 2, qui étaient vendeurs, mais pas à n'importe quel prix. Donc il a fallu négocier. Et une fois ces achats ont été faits, et bien après, il a fallu trouver un architecte. Et là, on a eu de la chance. On est tombé sur l'atelier du Trait. Et l'atelier du Trait, si vous regardez les images, Sauzet avait deux activités industrielles assez importantes. On a une très grosse fabrique de contreplaqué et on a une grosse scierie également. Et la quincaillerie qui donc faisait un gros négoce du fer. Donc on s'est dit, c'est un petit peu les racines de notre commune, le bois et l'acier. Et l'atelier du Trait s'est emparé de ça. Et on a gardé donc sur 1800 mètres carrés à peu près à la base, hein, où il y a quand même, on a gardé quelques espaces de circulation et un tout petit parking.
on a pu réaliser donc une médiathèque, la médiathèque de la Fabrique, qui, sur 300 ou 400 mètres carrés, je ne me souviens plus très bien, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'il y avait dedans, mais on a aussi une deuxième chance, c'est de recruter les bonnes personnes pour la faire vivre. Et cette médiathèque qui a plus de 500 abonnés pour une commune de 1500 habitants, et qui fait plein d'activités, c'est vraiment avec les écoles notamment. On a pu aussi, on avait anticipé, là aussi sur les conseils de M. Aldagnac, on avait anticipé des bureaux, et quand la communauté de communes a décidé de mettre en place les France Services, eh bien on était prêts. Et puis comme on avait un animateur qui faisait des cours d'informatique pour les personnes âgées, on lui a fait une salle informatique également, une boutique relais, qui pour l'instant est utilisée, mais pas en boutique relais, mais enfin elle est là quand même. Hein. Et puis surtout, là on a donné le bâtiment qui restait vide, qui était un magnifique pierre aussi, on avait refait la couverture, et on l'a donné à la communauté de communes, qui en a fait un pôle petite enfance, qui va devenir à la rentrée une crèche. Donc là aussi, animation, des parents qui viennent, voilà, c'est vraiment... Et puis, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais au niveau énergie, eh bien on a un réseau, on a une chaudière à granulés de bois qui chauffe tout l'ensemble. Et la commune de Sauzet avait commencé en 1998 avec un réseau de chaleur qui chauffait les écoles et plein de bâtiments communaux. Et depuis, on en a fait d'autres, ce qui fait qu'à 95%, tous les bâtiments communaux ou publics sont chauffés au bois. Et puis, dernier petit détail, les eaux pluviales, parce que c'est aussi, on en parle beaucoup en ce moment, je crois, les eaux pluviales, on avait aussi anticipé, donc l'espace Celsido, parce que l'ensemble s'appelle Celsido, on a récupéré les eaux pluviales et on alimente les toilettes des différents bâtiments, sauf la petite enfance. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Bravo. Avant de passer la parole au prochain, je voulais quand même demander ce que l'architecte, parce que lui, il est très content de son architecte, mais est-ce que l'architecte est aussi content de son maître d'ouvrage? Oui, c'est une chance d'avoir un maître d'ouvrage avec lequel la confiance peut être réciproque. C'est pas exceptionnel, il y en a d'autres, mais c'est quand même suffisamment chouette pour le mettre en avant. Voilà, c'est quelqu'un du bâtiment qui a des connaissances, mais qui a fait confiance d'un bout à l'autre et qui nous a bien aidés dans ça, qui a aidé toute l'équipe dans sa réflexion. Merci beaucoup. Il y a quelques années, le Conseil national de l'Ordre des architectes a lancé un projet qui s'appelait Un maire, un architecte. Et je pense que c'est vraiment un duo extrêmement important pour donner le jour à ce type de magnifique projet. Alors, merci beaucoup, Michel. Je sais que tu étais un petit peu inquiet, mais je crois que là, tu es content encore. Alors, maintenant, nous allons passer... Donc, je vous ai montré un petit peu je vous ai expliqué un peu ce qu'est l'architecture frugale, le mouvement de l'architecture frugale. Je vous ai montré aussi les projets que nous avons repérés avec toute l'équipe dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt par le Conseil régional de l'Ordre des architectes avec un jury. Donc les projets que nous avons choisis. Et maintenant, nous allons aller dans le détail de deux de ces projets, en commençant par le restaurant universitaire Le Champlain. Et là, nous avons la chance d'avoir non seulement l'architecte, mais aussi d'autres acteurs. Je pense que, en particulier, le maître d'ouvrage.